Bienvenue pour cette nouvelle conférence J'aime en débat, permise par notre école, Grenoble École de Management. Nous avons l'occasion ce soir de recevoir M. Catenins, député de la République, coordinateur de la France Insoumise. Bonsoir. 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 On aura l'occasion ce soir de revenir sur un grand thème qui est notamment porté par la France Insoumise, à savoir la légitimité de la 5e République ou un passage vers une 6e République. Ce sera l'occasion pour M. Catenins de revenir dessus ce soir. Et puis on va pouvoir accueillir avant cela notre fameux billet d'humeur avec notre pôle relations presse qui peut venir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à Gênes, Monsieur Catenins. Vous êtes né le 23 mai 1990 à Lille, une très belle ville qui dispose notamment de 2 écoles de commerce prestigieuses, dont nous tairons les noms ici. Fils d'un père cadre chez EDF et d'une mère vendeuse dans une boutique d'optique, vous entrez dans le monde féroce de la politique dès l'âge de 16 ans. Ce que l'on peut souligner chez vous, c'est aussi votre implication dans de nombreuses causes, notamment auprès de l'association d'aide aux sans-abri et chez ATTAC, une organisation altermondialiste. On sent déjà une certaine envie d'en découdre avec la bourgeoisie. Vous commencez ensuite des études d'économie à Lille, mais vous échouez en 2e année. Après quelques petits boulots, vous commencez votre apprentissage en BTS chez EDF, dans les traces de votre père. Bravo à la reproduction sociale. Vous commencez à soutenir votre mentor Jean-Luc Mélenchon en 2008. Et très vite, vous adhérez à ses idées et rejoignez le parti de gauche en 2013, qui deviendra le parti d'extrême gauche appelé France Insoumise en 2016. Alors, techniquement, c'est pas vraiment l'extrême gauche. C'est plus la gauche radicale, mais on peut pas vraiment parler d'extrême gauche. Mais bref, passons. Élu député de la première circonscription du Nord en 2017, puis coordinateur de la France Insoumise en 2019, vous êtes pour Libération un orateur aux verbes tranchants et aux idées claires, ainsi que le jeune espoir de Mélenchon. Ces talents d'orateur vous ont permis de parfaitement tenir tête pendant une demi-heure à l'Assemblée nationale lors de votre toute première intervention dans l'hémicycle. On espère que vous resterez au moins aussi longtemps avec nous ce soir pour parler plus en détail du programme de M. Jean-Luc Mélenchon. Étoile montante du FC France Insoumise, vous vous réclamez de la génération Mélenchon et intitulez ainsi votre premier livre publié il y a seulement quelques jours. Ah d'accord, en fait vous êtes venu faire votre promo. Non François, c'est pas vraiment le thème de la conférence. En effet, vous êtes avant tout venu débattre autour du sujet suivant. Faut-il réformer la 5e République ou consacrer une 6e? Je suis convaincu que tous les étudiants ici présents sont curieux d'entendre ce que vous avez à leur dire, qu'ils soient en accord ou non avec les idées que vous défendez. Quand même depuis 15 ans. Sur ce, toute l'équipe de J'aime en débat vous souhaite à toutes et tous une très bonne conférence. Et nous laissons maintenant la place à Redouane, Maxence et à vous, monsieur le député. Merci beaucoup François Lémoyard pour ce billet d'humeur. Donc merci encore M. Catenins d'être présent ce soir. Comment on va articuler cette conférence? Ce soir, notre conférence portera notamment sur le thème du passage à la 6e République. Pourquoi ne pas réformer la 5e République? On aura également l'occasion de revenir sur des grands sujets d'actualité, les grands thèmes de la présidentielle. On en profita également pour revenir sur votre livre que vous avez sorti la semaine dernière et peut-être s'intéresser un petit peu plus à votre avancée dans le parti de la France Insoumise. Je vais vous laisser 15 minutes pour nous parler d'un sujet libre, bien évidemment qui touche quand même au passage de la 6e République. Je vous laisse parler de vos idées, M. Catenins. Merci. Bien, merci d'abord à l'association J'aime mon débat qui me fait le plaisir de cette invitation. Puis merci d'être venus nombreuses et nombreux ce soir occuper les bancs de cet amphi. Vous avez donc choisi de venir et personne visiblement ne vous y a contraint. Donc vous avez préféré occuper cette soirée à écouter un orateur politique et avoir l'occasion de discuter avec lui, et soyez-en remerciés. C'est d'autant plus important qu'on va en parler ce soir. On est à quelques mois d'une échéance majeure. Je crois savoir, au vu des visages que je vois dans la salle, mais aussi au vu de ce qui m'a été raconté par ceux qui organisent ce débat, que plus d'un dans cette salle vont avoir l'occasion de voter pour la première fois en 2022. Vous êtes dans le pays 4 à 5 millions qui allaient pouvoir faire ce choix pour la première fois.
Et mon intuition, c'est que les échanges qu'on va avoir ce soir doivent concourir à l'utilité pour déterminer votre choix s'il n'est pas déjà fait. J'ai bon espoir qu'il y ait déjà parmi vous quelques convaincus. J'ai bon espoir aussi qu'il y ait parmi vous des gens qui sont entrés dans la salle avec le refus, quoi qu'il arrive, d'être convaincus à la sortie. Peut-être qu'avec eux, on aura quelques échanges tout à fait sympathiques. Bon, en tout cas, merci d'être présent, j'en suis très reconnaissant. Alors, ça a été dit, c'est vrai, je suis venu faire ma promo, voilà. J'ai publié un bouquin il y a quelques jours que j'ai appelé Génération Mélenchon, et peut-être que je peux commencer par essayer de la définir, pour pas que vous puissiez penser que j'ai simplement mis sur la pochette de ce livre, sur la couverture, un titre alléchant pour faire campagne. Bien évidemment qu'il y a de ça, je ne vais pas m'en cacher. Mais pour autant, je peux définir en quelques mots ce qu'est, selon moi, cette génération Mélenchon. Peut-être d'ailleurs, devrais-je dire en réalité génération au pluriel, parce que ce sont plusieurs générations du strict point de vue de leur âge. Mais en réalité, c'est d'abord et avant tout une génération qui incarne la nécessité de rupture. Nous ne sommes pas là pour nous accommoder. Nous pensons qu'il y a besoin d'une rupture avec l'ordre établi, avec le système. Elle s'incarne dans l'idée d'une révolution citoyenne, révolution dans le sens où elle prétend en effet tout changer, assumer une grande transition citoyenne parce qu'elle se fait par une méthode. Par le passé, il y a eu d'autres méthodes, il y a eu la lutte armée, les coups de bâton, mais voilà, on a inventé un système qui s'appelle la démocratie. On débat, on argumente, mieux vaut d'ailleurs que les arguments mettent en scène une forme de conflictualité qui est nécessaire dans la vie politique, parce que si tout se vaut, si tout donne l'impression de se ressembler, si tout a la tiédeur d'un filet d'eau qui fait peu de bruit, et ben les gens ont du mal à se passionner pour la chose politique et donc à déterminer un choix. Cette génération Mélenchon, elle incarne donc la nécessité de rupture. Elle est d'abord et avant tout dépositaire d'un programme sur lequel on va, à mon avis, s'attarder un peu ce soir. Et elle est aussi, évidemment, l'incarnation de ces femmes et ces hommes, et il y en a d'autres que moi dans cette salle, même si j'occupe à cette heure des fonctions particulières et donc que j'ai un point de vue particulier, des femmes et des hommes qui, à la rencontre d'un personnage politique que vous connaissez, qui est présent depuis un certain temps dans le paysage, ont choisi de rentrer dans le combat politique. Il y en a beaucoup en fait. Ça a été l'élément déclencheur pour eux, ça les a entraînés dans la bataille des idées. Et c'est une génération, plusieurs générations, je le disais, qu'il a concouru à installer en politique pour faire en sorte que notre combat, en toute hypothèse, ait une pérennité dans la durée et que le courant des idées que nous incarnons ne soit pas rayé de la carte, quelles que soient les issues des prochaines échéances. Alors, je dois vous dire en effet que quand on s'engage en politique, souvent on découvre qu'il y a des gens qui sont en quelque sorte plus ou moins prédisposés à cela. Dans mon entourage militant, il y a beaucoup de femmes et d'hommes, parfois jeunes, qui eux-mêmes avaient des parents militants politiques ou responsables syndicaux, et en quelque sorte ça passe comme un témoignage, un passage de flambeau. J'ai cette petite particularité, mais je ne suis pas le seul, d'avoir vécu au milieu d'une famille qui s'intéressait assez peu à la politique, il faut le dire, pour même tout vous dire, qui ne votait pas franchement du bord qui est le mien aujourd'hui. Et j'y suis venu de manière totalement successive par des étapes dans ma vie. D'abord la volonté de m'engager pour une cause qui m'apparaissait comme totalement injuste, c'est de voir des femmes et des hommes dans la rue, tout simplement. J'étais adolescent alors, j'avais l'habitude de faire des maraudes auprès des personnes sans abri. C'est la même période à laquelle la jeunesse de ce pays se mobilisait contre le fameux contrat de première embauche. Je ne crois pas que ça rappelle beaucoup de souvenirs à de très nombreux d'entre vous, mais c'était un contrat qui, en quelque sorte, avait des dispositions telles qu'ils assumaient l'idée qu'embaucher un jeune était en quelque sorte la charité, et qu'il fallait toutes sortes d'exonérations de cotisations et d'assumer une forme de précarité pour faire entrer la jeunesse dans l'emploi. Ça a été le moment d'un début d'engagement pour moi. Mais pendant très longtemps, l'adhésion à un parti politique, à une formation politique, le fait de rejoindre des militants politiques, c'est quelque chose dont je me tenais volontairement à distance. Avant, en effet, de croiser la route de Jean-Luc Mélenchon en 2012 lors de sa première campagne présidentielle. J'étais moi en recherche de radicalité à cette époque, y compris dans mon adolescence, comme c'est le cas de beaucoup d'adolescents. Et c'était la figure d'Olivier Besancenot qui me paraissait comme étant le plus incarnant cette radicalité dont j'étais en recherche, mais pour autant, j'avais perçu que dans cette formation politique, il n'y avait pas ce qui manquait pour moi, c'est-à-dire le fait d'assumer une volonté claire de gouverner ce pays.
pas simplement de porter des idées et des combats tout à fait justes et tout à fait nobles, mais d'avoir pour objectif clairement de changer les choses, d'appliquer un programme en finalement concourant à l'exercice du pouvoir. Et de ce point de vue, la rencontre avec Jean-Luc Mélenchon a fait la différence. J'ai vu un orateur politique qui a ses talents, que vous connaissez, qui faisait une parfaite synthèse entre l'écologie et la question sociale, ne dissociait pas les deux, les articulait méthodiquement dans le discours et dans les propositions qu'il portait, avec l'idée par exemple que quand on dit qu'il faut augmenter les salaires, c'est une mesure écologiste. Pourquoi? Parce que si vous augmentez les salaires, les femmes et les hommes qui disposent d'un mieux vivre peuvent mieux consommer, mieux orienter leurs dépenses, acheter par exemple de la meilleure alimentation qui est produite dans d'autres conditions, mieux rémunérer celles et ceux qui la produisent, etc., etc. Mais ce qui a véritablement fait la différence pour moi avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que dans le triptyque du parti qu'il animait à cette époque, le parti de gauche, il y avait écologie, socialisme, mais il y avait aussi, et j'ai envie de dire surtout, République. Et alors on a beaucoup moqué Jean-Luc Mélenchon quand il y a eu cette séquence qui a été diffusée 50 000 fois à la télévision, mais récemment sur un plateau de télé où il était présent, chez Cyril Hanouna pour ne pas le nommer, vous avez des gens qui sont intervenus, on ne les attendait pas au tournant pour le faire, mais qui sont intervenus en disant ah, on s'est beaucoup foutu de Jean-Luc Mélenchon quand il a dit la République c'est moi, mais maintenant qu'on met un peu la polémique de côté, si on regarde concrètement ce qu'il incarne dans le combat des idées, alors oui, on peut le dire en quelque sorte, il incarne véritablement la République. La République, dans la bouche des dirigeants politiques, quand j'ai commencé, comme peut-être vous, à m'intéresser à la politique, le terme de République m'apparaissait comme totalement vidé de contenu. C'est-à-dire, en quelque sorte, un mot qui fait l'effet d'un fouet pour faire se tenir droit tout le monde, une forme d'autorité imposée, sans aucun contenu, une leçon de morale en quelque sorte. Et Jean-Luc Mélenchon a été le premier orateur politique que j'ai eu l'occasion de croiser, qui lui redonnait véritablement du sens à ce terme, à ce que ça veut dire et à ce que ça porte. Je vous la fais courte, mais liberté, égalité, fraternité, inscrit sur les frontons de tous nos bâtiments publics, ce n'est pas simplement une déclaration de principe au contour flou, c'est un programme politique, et un programme politique dont nous pouvons diagnostiquer aujourd'hui qu'il est toujours inachevé. Il n'est pas vrai, et personne dans cette salle ne pourrait me convaincre du fait que l'on vérifie partout la liberté dans ce pays, qu'on vérifie partout l'égalité et encore moins la fraternité. Et donc nous avons toujours à créer les conditions d'appliquer jusqu'au bout ce programme. Alors voilà, je l'ai rejoint donc au moment de cette campagne présidentielle en 2012 comme militant bénévole parce qu'au lendemain de la campagne présidentielle, évidemment, il y a un activisme qui reflue un peu, la tension politique s'abaisse et moi j'avais envie de continuer à militer, à m'engager et à participer à ce combat des idées. J'ai rejoint ce qui était à l'époque et ce qui est toujours d'ailleurs le parti de gauche dans le cadre du Front de gauche, sous la bannière duquel Jean-Luc Mélenchon s'était présenté en 2012. Puis nous avons initié un cahier de brouillon, qu'on vient de l'appeler comme ça, que fut le mouvement pour la 6ème République, le MCCR, qui était en quelque sorte le cahier de brouillon de ce qui est devenu ensuite la France Insoumise. Et lors de la campagne présidentielle de 2017, alors que beaucoup anticipent très longtemps à l'avance les élections, j'étais chargé de coordonner la campagne de Jean-Luc Mélenchon dans la métropole lilloise et c'est avéré qu'au mois de novembre, on m'a dit « mais est-ce que tu as pensé toi-même à être candidat aux législatives ?» Et pour tout dire, je n'y avais pas pensé. Et finalement, je me suis laissé convaincre que c'était possible, qu'il n'y avait pas besoin d'avoir fait telle ou telle école, pardon, pour celles et ceux qui pensent qu'il faut absolument faire un parcours type pour faire de la politique. Et nous avons fait cette démonstration puisque nous sommes entrés, comme vous nous avez vu le faire en 2017, à 17 parlementaires insoumis à l'Assemblée nationale. Et nous avons fait la démonstration, en arrivant sur ces bancs, que la politique est bien l'affaire de tous et que être parlementaire, être représentant du peuple, c'est à la portée de tout le monde. C'est la première fois qu'on voit une telle concentration de femmes et d'hommes qui occupaient des fonctions dans la société auxquelles, a priori, on ne prédit pas un avenir politique. Et certains, d'ailleurs, s'en négocient au début. Quoi, Madame Caroline Fiat, députée, elle qui a été aide-soignante, Madame Danielle Obono, conservatrice des bibliothèques, ou Adrien Quatennens, conseiller clientèle chez EDF, m'avait renommé le député call center, vous savez, avec des petits visuels, avec mon casque micro, l'air de dire quand même, l'air de rien, ils sont pas totalement légitimes pour être à l'Assemblée nationale, ceux-là en quelque sorte. C'était un peu ce que ça voulait dire.
Parce que bon, pour la majorité, vous le savez, la sociologie n'est pas exactement la même. Eux, ils ont peut-être un peu moins de députés call center et peut-être un peu plus de députés DRH ou toutes sortes de choses de ce type. Mais néanmoins, nous avons fait cette démonstration. C'est qu'à 17, nous avons non seulement tenu le mandat qui nous a été confié d'être des opposants, mais ces 5 années, bientôt 5 en fait, de mandat à l'Assemblée, ont aussi été l'occasion de faire la démonstration d'une capacité de travail redoutable, en proposant énormément, en faisant des kilos de propositions de loi, de plans d'action prêts pour le moment où nous aurons à gouverner ce pays. Avec cette méthode qui a consisté à la fois à avoir toujours un pied dans l'institution et à faire du groupe parlementaire de la France Insoumise le groupe le plus actif en proportion de son nombre à l'Assemblée nationale d'une part, mais à être aussi toujours présent à l'extérieur dans les batailles, les luttes écologistes et sociales que nous menons et que nous avons toujours menées depuis le début et avant même d'avoir un groupe parlementaire. Je vais achever mon propos liminaire en vous disant que désormais on se situe dans un moment qui est crucial puisque nous sommes collectivement engagés vers cette élection présidentielle qui a lieu dans 4 mois, bientôt 3, une fois que les vacances seront passées. Et notre conviction, c'est que cette élection peut être gagnée par le camp que nous représentons, qu'à l'heure où l'on se parle, la plupart des sondages qui sont publiés sont des sondages qui engagent une participation de l'ordre de 50 à 60%. Et nous, notre méthode pour cette élection, notre stratégie pour cette élection, c'est l'union populaire, qui consiste à dire, pour faire simple, nous avons cet objet, je l'ai dit, un programme. D'ailleurs, admettez quand même qu'à 5 mois d'une élection, ça serait quand même bien qu'on connaisse les programmes des candidats, parce que l'élection est demain, et nous sommes les seuls à présenter un programme complet, méthodique, chiffré, qui met en cohérence 694 mesures que vous pouvez aller découvrir, mais autour d'un but philosophique net, qui a été décrit de cette manière par Jean-Luc Mélenchon, c'est l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature, et tout ça se décline dans un chapitrage avec des mesures. Parce que pour l'instant, il faudrait quand même rappeler à tous les autres candidats qu'il vaudrait mieux qu'ils aient un programme avant que l'élection se tienne, ce serait quand même pas mal. Parce que pour le moment, on discute de choses assez creuses, de clips de campagne bien léchés avec des musiques qui font peur, mais assez peu de programmes en réalité. Donc voilà, et notre stratégie est celle de l'union populaire, je le disais, parce que nous savons qu'il y a dans ce pays des femmes et des hommes qui se sont sans doute durablement éloignés de la vie politique. Et ça me permet, pour terminer, de faire le pont avec votre sujet qui est la question institutionnelle et la 6ème République. C'est la République qui fonde la nation, on a parlé de République, et le souverain, en toute hypothèse en République, c'est le peuple. Or, que voit-on depuis plusieurs scrutins? Un phénomène qui s'aggrave, une abstention considérable, que l'on peut qualifier raisonnablement de grève civique. J'espère qu'il n'y a pas grand monde dans cet amphi qui croit que l'abstention est juste le fait de gens qui ont la flemme de se lever le dimanche en question pour aller voter. Non, l'abstention, en quelque sorte, adresse un message politique. Alors, on pourra en parler des heures, mais en résumé, c'est un message politique qui consiste à dire, écoutez, on a essayé les uns, on a essayé les autres, on n'a pas vu de changement, et puis surtout dans notre quotidien, rien ne change. Vous prenez les 3 quinquennats qu'on vient de vivre, on a vécu des alternances politiques, mais dans les profondeurs du pays, et notamment des femmes et des hommes qui souffrent le plus, ils ont le sentiment que rien ne change. Alors il faut en quelque sorte la grève civique. Oui, mais voilà, cette grève civique, elle est aujourd'hui l'assurance vie de ceux qui veulent que ça change surtout pas. Monsieur Macron a besoin de l'abstention pour pouvoir se maintenir en place. Parce que dans la sociologie des gens qui votent avec lui, ce sont des gens qui, eux, sont très disciplinés et sûrs d'aller voter. Il y a fort à penser que celles et ceux qui veulent remanger du Emmanuel Macron pour 5 ans ont déjà à 7 heures mis leur réveil matin pour y aller au mois d'avril. Et nous avons à faire en sorte que celles et ceux qui à 7 heures ne sont pas sûrs, hésitent, sont en colère, se mobilisent. Car nous avons une certitude, c'est qu'une élection à 60% de participation, ça n'est pas pareil qu'une élection à 80% de participation, et que si nous avions à 7 heures des sondages à 80%, Emmanuel Macron ne serait pas à 24% lui dans les sondages, c'est notre certitude. Mais en toute hypothèse, et pour ouvrir notre discussion du coup, nous sommes d'abord et avant tout les dépositaires d'un programme, et si le peuple français nous en donne mandat, quels que soient les obstacles qui auraient à se dresser devant nous pour le faire appliquer, nous l'appliquerons et nous créerons les conditions opérationnelles de l'appliquer.
Parce que cette 5e République, aujourd'hui, oui, elle est à bout de souffle. Elle concentre tous les pouvoirs dans les mains d'un seul homme. Elle met à distance celui qui est censé être le souverain, le peuple. Et surtout, la constitution de la 5e République a été revue plus d'une vingtaine de fois depuis l'émergence de la 5e, sans que jamais le peuple ait eu son mot à dire. Et vous avez aujourd'hui une constitution, des règles communes qui s'appliquent, qui ont été créées à une époque où une grande majorité du peuple français n'était même pas né. Et il est temps, de notre point de vue, de permettre au peuple lui-même de se refonder en redéfinissant la règle commune et en créant les conditions de l'application d'une 6e République qui permettrait d'en finir avec cette grève civique qui est d'abord et avant tout une défiance politique envers nos institutions. Pour nous, c'est la clé. En toute hypothèse, quel que soit le sujet, le peuple n'est jamais le problème, il est la solution. Et c'est ce que nous voulons faire advenir dans les mois qui nous séparent de l'échéance avec des méthodes et des propositions qu'on va avoir l'occasion de détailler ce soir dans les échanges que nous allons avoir ensemble. Voilà, merci. Merci pour ce propos introductif, monsieur le député. Il faudra juste coller un peu plus le micro au niveau du menton pour qu'on puisse vous entendre au fond. Voilà. Donc, on va pouvoir revenir sur une des grandes justifications du passage vers la 6e République et une des questions majeures que les Français se posent chaque jour, qui est le pouvoir d'achat. Un institut, le baromètre Énergie Info, a constaté que 84% des Français qui étaient sondés se disaient inquiets pour leur pouvoir d'achat, notamment suite à l'augmentation exponentielle des prix de l'énergie et des prix finalement en général. Parmi eux, 60% affirment ne pas pouvoir, chez eux, se chauffer convenablement. Et comme vous aviez pu le dire, c'est quelque chose d'anormal dans un pays comme le nôtre. Pour vous, quelles mesures d'urgence pensez-vous qu'il soit bon de mettre en place pour faire face à cette crise? Et selon vous, le gouvernement en place a-t-il bien répondu à cette hausse des prix qui est généralisée selon cette année? Bon, d'abord, la réponse est en partie dans votre question, puisque vous avez vous-même fait le diagnostic, c'est que on a cette rentrée un peu incroyable, alors c'est tout à fait la rentrée, on est au mois de décembre, mais depuis la rentrée en tout cas, on a cette propagande médiatique qui se met à l'œuvre, qui consiste à dire aux Françaises et aux Français que leur pouvoir d'achat a augmenté. Alors, on sonde les Français dans des enquêtes d'opinion que vous avez citées, il y en a une qui est parue encore hier, qui dit que 8 Français sur 10 estiment avoir perdu du pouvoir d'achat. Je crois qu'ils sont 6 sur 10 à estimer en avoir perdu sur le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et vous avez M. Macron et son gouvernement qui disent ok, vous avez ce sentiment, mais nous, on vous dit que votre pouvoir d'achat a augmenté. Alors ils regardent leur porte-monnaie, ils regardent leurs factures, ils disent bah non, c'est pas vrai. Et eux sont là en train de vous expliquer que si. La réalité, c'est que oui, le pouvoir d'achat a augmenté, et a augmenté beaucoup, mais pour une petite partie de la population. Et vous l'avez en quelque sorte correctement décrit. Moi, je ne vais pas par 4 chemins. On est à la fin du mandat de M. Macron, on peut donc raisonnablement commencer à en tirer un bilan. Et souvenez-vous que quand nous sommes arrivés à l'Assemblée, très vite, on lui a collé sur la tête l'étiquette de président des riches. Tout le monde nous disait « Oh, affreux populiste, il n'a pas commencé son activité, vous dites ça parce qu'il vient de la banque, etc. » Bon. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les amis, on peut regarder ce qui a été fait et le constater. Quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, les 500 familles les plus riches de ce pays avaient un patrimoine de 500 milliards d'euros. Ce patrimoine a doublé en un quinquennat. Et dans la même période, parce qu'il y a un lien de cause à effet entre les deux, Victor Hugo disait « c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches ». Parce que souvent on se dit que quand on évoque l'argent dans ce pays, vous avez des réactions assez convenues de gens qui vous disent « ah mais moi j'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait des riches, hein. C'est très bien pour eux s'ils y arrivent, mais par contre c'est insupportable de voir autant de pauvres ». Sans voir qu'en quelque sorte, il y a un lien de cause à effet entre les deux. Il faut imaginer la richesse produite comme un stock. Et après c'est la question de sa répartition. Et quand vous avez les 500 familles les plus riches de France qui doublent leur patrimoine en un quinquennat, vous avez dans le même temps, c'est ce qui s'est produit, un passage de 8 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté au début du quinquennat à 10 millions. Donc le quinquennat d'Emmanuel Macron, la France d'Emmanuel Macron, c'est un océan de pauvreté qui bien souvent passe sous les radars, au milieu duquel vous avez des îlots de richesse toujours plus concentrés. Et on peut regarder de ce point de vue le fait que, y compris au cœur de la crise Covid, certains se sont littéralement gavés, il faut le dire comme c'est. Quand vous avez encore les dividendes versés aux actionnaires qui atteignent des records, comme les records d'avant-crise,
quand vous avez des personnes comme par exemple notre grand milliardaire en chef, M. Bernard Arnault, qui peut gagner en 6 secondes ce que gagnera en toute une vie de travail un salarié au SMIC, vous dites quand même qu'on ne peut pas faire une société avec de tels niveaux d'écart, quels que soient les talents considérables des personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Il y a bien un lien de cause à effet entre les deux. Et dans un grand pays comme la France, qui est la 6e puissance économique du monde, on ne peut pas tolérer la situation de pauvreté qu'on a sous nos yeux et qu'il faut aller regarder en face, y compris dans ces secteurs et notamment les quartiers les plus abstentionnistes. Voyez-vous, il y en a à gauche qui ont théorisé le fait qu'il ne fallait plus aller dans les quartiers populaires parce que comme quand vous êtes candidat à une élection, vous espérez avoir des voix, à quoi bon sert-il d'aller dans les quartiers où les gens ne votent plus? Il y en a qui raisonnent comme ça. Nous, on fait le strict inverse. On va d'abord là où les gens ne votent plus, pour comprendre pourquoi ils ne votent plus. Et vous êtes confrontés à des situations, mais de quart monde, les amis, dans notre pays, à quelques kilomètres d'ici, si vous le voulez, de gens qui doivent faire de l'isolation de fortune dans leur logement parce qu'ils subissent les effets de la précarité énergétique que vous avez décrit, des gens qui doivent mettre des doudounes dans leur HLM parce que c'est mal chauffé. Et vous avez cet effet que oui, en France, 8 millions de personnes, 8 millions, ont besoin de l'aide alimentaire et 12 millions subissent les conséquences de ce que vous avez dit, la précarité énergétique. Et dans le même temps, une richesse considérable qui s'accroît entre quelques mains. Juste, avant de répondre clairement aux solutions, moi j'aime bien les exemples qui frappent, qui marquent, qui parlent. Et il y en a un que je trouve absolument incroyable, c'est celui de l'ONG Oxfam, qui justement, pardon pour Bernard Arnault, hein, c'est sur lui que ça tombe, mais en même temps il concentre aussi beaucoup de l'intérêt pour la fortune qu'il a. Mais l'ONG Oxfam avait fait ce calcul absolument incroyable. Et retenez ça comme image, parce que pour les fêtes de famille, ça va mettre l'ambiance. Ils avaient dit, si un Français avait pu, depuis le 14 juillet 1789, date de la prise de la Bastille, jusqu'à aujourd'hui, donc hautement improbable, économiser 8 000 € par jour, il aurait, à l'heure où l'on se parle, 1% de la fortune de M. Bernard Arnault. D'accord, c'est pour vous représenter un peu des sommes, parce que vous êtes comme moi, quand vous entendez parler de milliards à la télévision, vous ne savez pas bien ce que ça représente, ben là c'est une manière de se le représenter. Donc dire autre chose, c'est qu'un grand pays comme le nôtre regorge de richesses produites et d'argent, très mal réparties. Et dans ce programme, nous, notre ambition est claire, c'est d'éradiquer la pauvreté de la surface d'un pays comme la France, de s'en donner l'objectif et de pour cela appliquer des mesures. La première que nous voulons appliquer, c'est de décréter que personne ne vit sous le seuil de pauvreté en France, quelle que soit sa condition sociale, quel que soit son âge. Ça veut dire qu'on porte les minima sociaux au niveau du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 1 000 €, 1 063 €. Ça veut dire, et ça vous concerne aussi, que pour les jeunes qui ne dépendent pas du foyer fiscal de leurs parents, nous voulons une allocation d'autonomie jeunesse de 1 000 € qui permettent aux jeunes de pouvoir se consacrer à leurs études sans devoir galérer à enchaîner des petits boulots qui d'ailleurs rendent souvent difficiles les conditions d'études par ailleurs, parce que nous avons besoin, pour tous les défis que nous allons devoir relever, d'une jeunesse qui puisse se consacrer intégralement à préparer, à étudier et à organiser ce que nous allons devoir bâtir ensemble pour relever tous les défis que nous avons devant nous. Donc, éradiquer la pauvreté. Ensuite, il y a aussi le phénomène incroyable, insupportable, des travailleurs pauvres. Des femmes, des hommes, vous en connaissez, j'en suis sûr, qui occupent un emploi et qui, malgré le fait qu'ils occupent un emploi, parfois un emploi à temps plein, n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Qui peut supporter qu'alors qu'on travaille, on ne vive pas et qu'on survive? Qui peut supporter que l'existence quotidienne pour un tas de gens soit cette boule au ventre et cette angoisse? Certains parlaient de la peur de la boîte aux lettres, c'est-à-dire les factures qui arrivent. Et on a encore vu dans une des études récentes, qui à mon avis doit correspondre à celle que vous avez citée, que pour tout un tas de familles les plus modestes dans ce pays, dès le 10 du mois, c'est-à-dire une fois qu'en gros les prélèvements des loyers, des factures principales sont passés, dès le 10 du mois, le reste à vivre sur le compte bancaire est en moyenne de 55 €. Voilà. Donc il faut créer les conditions d'arrêter ça, parce qu'on en a les moyens. Et aujourd'hui, plus personne n'ose d'ailleurs nous contester le fait qu'on en a les moyens. Quand on voit comment certains se gobergent et accumulent de la richesse, tout le monde comprend qu'il y a une question de partage à organiser. Nous voulons augmenter le salaire minimum, le SMIC, pour le porter à 1 400 € net. Et une autre manière aussi de revaloriser les salaires
pour celles et ceux qui sont en emploi, c'est de limiter l'écart des salaires au sein d'une même entreprise. Et j'achèverai par là, parce que après je serai trop long sinon. Mais aujourd'hui, dans les très grandes entreprises, évidemment, moi je ne confonds pas la petite PME, la petite TPE, l'artisan du coin, le commerçant du coin, avec la grande société du CAC 40. Mais dans les grandes sociétés du CAC 40, qui sont quand même intéressantes parce que 100% d'entre elles bénéficient des aides de l'État, un bon nombre d'entre elles ont des activités dans les paradis fiscaux et viennent de faire 51 milliards de dividendes versés aux actionnaires. Il faut limiter l'écart entre le salaire le plus haut et le salaire le plus bas. Parce qu'aujourd'hui, en moyenne, dans ces très grandes sociétés, l'écart est de 1 à 250. Ça veut dire que celui qui est au sommet gagne 250 fois ce que gagne celui qui est tout en bas. Alors évidemment, on ne dit pas que tout le monde doit vivre au même niveau. Bien évidemment que celles et ceux qui ont investi dans leurs études, qui ont fait des sacrifices personnels, qui d'ailleurs parfois ont des talents, il faut le dire, gagnent plus que d'autres. Mais quel effort humain, quel talent mérite que quelqu'un, c'est presque philosophique comme interrogation, gagne 250 fois plus que ce que gagne la personne qui est en bas de l'échelle, qui se réveille de bonne heure le matin pour aller bosser, parfois prend les transports en commun pour apporter ses gosses à l'école, et consent aussi un certain nombre de sacrifices. Nous voulons limiter cet écart de 1 à 20. On m'a dit une fois, mais c'est confiscatoire. Mais il ne s'agit de confisquer l'argent de personne. Si celui qui est tout en haut veut maintenir son niveau exorbitant de salaire, il le peut. Mais si l'écart est de 1 à 20, le salaire de tous les autres devra lui aussi augmenter, et pas qu'un peu. Voilà quelques mesures que nous avons parmi bien d'autres. Mais vous l'avez compris, la priorité, c'est de soulager, sécuriser les gens, éradiquer la pauvreté, et deuxièmement, faire en sorte que le travail dans ce pays soit mieux rémunéré. Dernière chose, un chiffre qui est important pour vous, si vous avez besoin de quelques éléments chiffrés, un autre. Ces 10 dernières années, les dividendes versés aux actionnaires en 10 ans ont progressé de 70%. Dans la même période, l'investissement productif, ça veut dire réinvestir pour tout ce qu'on va devoir faire demain, a reculé de 5%. Et les salaires n'ont progressé que de 10 à 12%. Et bien moi je vous dis, ces trois indicateurs, tels qu'ils sont là, suffisent à dire que, 1, on ne fait pas une société équilibrée, apaisée, avec de tels niveaux, mais surtout qu'on ne relèvera pas tous les défis qui sont devant nous, au premier desquels le changement climatique, avec de tels niveaux de répartition de richesses. Donc oui, il faut organiser le partage des richesses pour éradiquer la pauvreté. Je vais revenir sur les mesures dont vous avez parlé. Merci beaucoup pour votre réponse. Dans un premier temps, je vais rebondir sur votre proposition du SMIC à 1400 € net. On va parler financement. On sait, hein, il est établi qu'une telle augmentation aura forcément des répercussions sur les entreprises, notamment sur les débouchés. Ces dernières emploieront moins. Comment vous les financez concrètement, ces nouvelles mesures? Et j'en profite aussi pour ajouter comment vous voulez financer ces 1000 € que vous aimeriez donner aux jeunes pour se consacrer pleinement à leurs études. J'ai presque envie de commencer à répondre à votre question en vous en posant une. Allez-y. Qu'est-ce qui vous fait dire que si on augmente le SMIC, les entreprises embaucheront moins? Il va bien falloir trouver l'argent quelque part. C'est sûr que si la charge ne revient pas aux entreprises, elles embaucheront plus. Si la charge leur revient, elles embaucheront moins. Alors c'est là qu'il y a un angle mort dans votre raisonnement qui est important. Songez à ce que vont faire de leur argent celles et ceux qui vont gagner ce petit plus que va consister l'augmentation du SMIC. Ça ne se traduit pas forcément en consommation. Et justement, les études montrent que si ça se transforme en consommation, effectivement, les entreprises trouveront leur débouché. Mais imaginons que les ménages consomment à l'étranger dans des débouchés qui ne sont pas disponibles pour nos entreprises, et ces débouchés n'existent pas, et le retour de l'argent qui a été dépensé en augmentant ses salaires n'est plus le même. Donc tout va bien. Tout va bien, on reste comme ça, donc on continue à payer les gens comme ils sont aujourd'hui. Pas du tout, on vous demande justement comment ça prend. Alors, donc je vous le dis. Vous avez, ces 20-30 dernières années, la productivité a considérablement augmenté. Quand vous avez M. Macron qui vient faire son salon France 2030 il y a quelques jours, et qui dit 2 inepties en 2 phrases. Il dit 1, les Français travaillent moins que leurs voisins. C'est faux. Statistique à l'appui, les Français non seulement travaillent plus que beaucoup de leurs voisins, mais surtout sont plus productifs. 15 points de productivité en plus en moyenne que leurs voisins. Plus que le fameux voisin allemand qui sert souvent de modèle.
Donc là, mes amis, vous allez me suivre un court instant. Si la productivité a considérablement augmenté ces 20-30 dernières années, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la même masse de travail humain, d'accord, on produit plus de richesses. Pour le dire autrement, ça veut dire qu'avec moins de travail humain, on produit le même stock de richesses que ce qu'il fallait avant. Ok. Et donc, là vous vous dites, donc la productivité a augmenté, mais pour autant, est-ce que les travailleurs de ce pays ont vu en proportion soit leur salaire augmenter? La réponse est non, je viens de le démontrer de manière chiffrée, soit, parce que c'est une autre manière de partager la richesse, soit ont vu leur temps de travail diminuer. Parce que rappelez-vous que rien n'a jamais été acquis. Hein. Vous savez, il y a toujours celles et ceux qui fustigent les grèves, quand il y en a. Moi je dis, j'interroge juste quoi, est-ce qu'il y a une seule personne parmi celles qui fustigent les grèves dans ce pays qui sont mécontentes de partir en congé quand il s'agit de remplir la voiture pour partir en vacances? Parce que pardon de vous dire que les congés payés, personne ne les a offerts. Hein. D'accord? C'est pas tombé tout cuit un matin, les gens vous ont dit allez, on va faire les congés payés. Non, il y a eu des luttes sociales importantes, et d'abord on en avait 2 semaines, et puis il y a eu des négociations parce que la productivité augmentait, on est passé à 3 semaines, à 4, et aujourd'hui à 5. La 5e semaine de congés payés, c'était il y a bien longtemps. Or, depuis, votre productivité a augmenté. Donc en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est simplement que le surplus de richesse qui est produit depuis des années va toujours plus dans les mains soit des actionnaires, mais en tout cas pas des salariés, ni en augmentation de salaire, ni en diminution du temps de travail. Or, augmenter les salaires et diminuer le temps de travail, ce sont 2 manières de partager en quelque sorte ces gains de productivité et la richesse qui est produite. Alors après, vous me dites, ça risquerait de mettre les entreprises en difficulté. Pardon, je ne le crois pas, d'abord pour une raison. C'est que vous avez cité des activités délocalisables, mais il y a énormément d'activités qui ne le sont pas. Il y a des tas de secteurs d'activité qui ne peuvent pas délocaliser, qui sont ici, qui produisent ici, qui n'ont pas de raison d'aller ailleurs. Il est à peu près certain que si vous augmentez les payes des personnes qui ont des petites payes, ils ne vont pas aller faire des tas ou aller jouer à la bourse. Ils vont nécessairement consommer. Vous allez relancer la consommation populaire. Et donc vous allez aussi créer des débouchés pour des tas d'entreprises, y compris des petites. Donc vous dites peut-être qu'elles auraient du mal à accepter une augmentation à 1 400 € net. Très franchement, c'est à mon avis un bon minimum et c'est loin d'être absolument révolutionnaire. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est nécessaire. Parce que moi, je ne supporte pas de voir dans ce pays des gens payés au SMIC qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. Et je crois que quand on bosse, on doit pouvoir vivre. Et vivre, ça ne veut pas simplement dire survivre et payer ses factures. Ça veut dire pouvoir donner accès à des loisirs pour ses gamins, à avoir un peu de ces bonheurs de la vie, et pas des rêves de milliardaires. Hein. C'est-à-dire que pendant ce temps, n'oubliez jamais qu'il y en a certains qui aujourd'hui se payent un tour dans l'espace comme vous irez vous payer un tour de Space Mountain à Disney, quoi. On en est là aujourd'hui. Donc oui, je pense qu'il faut assumer de dire que le travail doit être revalorisé et qu'une manière de le faire, en tout cas pour un gouvernement, c'est d'augmenter le SMIC. Après le reste, c'est des négociations au sein de l'entreprise et augmenter le SMIC a un effet ensuite de contagion dans toute l'économie et qui, à notre avis, et on peut admettre qu'on ne le partage pas, sera positif et vertueux pour l'économie. Très bien. Et dans le cadre du financement d'un minima à 1 000 € pour notamment les étudiants, puisque c'est ce que vous désirez, comment on s'y prend et comment on finance cette mesure? En fait, le problème du financement est le moins grand problème, contrairement aux apparences. C'est-à-dire que moi, je me rappelle toujours qu'en 2017, quand Jean-Luc Mélenchon disait on va financer un plan de relance de 100 milliards pour la planification écologique, on me disait vous êtes fous, 100 milliards, c'est n'importe quoi, vous n'allez jamais y arriver. Depuis que le Covid est passé par là et qu'on a mis sous perfusion toute l'économie du pays avec des plans de plus de 100 milliards, plus personne n'ose remettre en cause la capacité à le faire. Alors bon, c'est pareil, si ça vous intéresse, chaque année on publie une petite brochure comme ça, c'est un contre-budget. C'est-à-dire en gros, qu'est-ce qu'on a envie de faire, combien ça coûte et où on trouve l'argent pour le faire. Ça répond à votre question. Je donne quelques leviers. D'abord, sur l'impôt. Parce que tout le monde dit à chaque fois, oh là là, le jour où ces gens-là sont au pouvoir, ça va être une gabegie fiscale, on va tous payer beaucoup trop d'impôts. Non, ça n'est pas vrai. Certains vont payer plus, c'est vrai. Mais d'autres, beaucoup d'autres, vont payer moins. Ce que nous voulons faire pour, y compris, avoir de l'argent dans les caisses pour financer tout ce que nous avons à faire, c'est instaurer un nouveau mécanisme fiscal. Aujourd'hui, vous avez 5 tranches d'impôts. Tout l'effort fiscal est donc concentré d'abord sur les classes moyennes. Et en proportion de leurs revenus, pas en valeur,
mais en proportion de leurs revenus, les plus riches sont ceux qui payent le moins d'impôts. L'impôt le plus injuste, tout le monde le paye au même taux, c'est la TVA. Le prix de la baguette est exactement le même que vous soyez richissime ou que vous soyez pauvre. Il faut créer les conditions de passer des 5 tranches d'impôts qu'on a aujourd'hui à 14 tranches. Ça veut dire lisser davantage l'effort entre tous. Ça aurait un effet compréhensible immédiatement par tout le monde, parce qu'on avait fait un simulateur fiscal et je pense qu'on va le remettre en circulation, c'est-à-dire simuler votre impôt sous Jean-Luc Mélenchon, c'était l'idée en gros. Ça produit l'effet suivant. Toutes celles et ceux qui gagnent moins de 4 000 € payent moins d'impôts. Et moins de 4 000 €, ça fait beaucoup de monde dans ce pays. En revanche, c'est vrai, sur la proportion la plus importante de leurs revenus, certains vont payer davantage. De la même manière, nous sommes pour instaurer un impôt universel. Vous savez qu'on en a assez peu parlé, mais il y a quelques semaines de ça, vous avez peut-être suivi ce scandale de fraude et d'évasion fiscale qui a été révélé par un consortium de journalistes, qui révélait qu'à l'échelle de la planète, vous aviez 11 300 milliards de dollars qui étaient fraudés, volés au peuple en quelque sorte, par des dirigeants, mais même par des chefs d'État. 11 300 milliards de dollars, c'est 42 fois ce dont nous aurions besoin pour mettre fin à la famine dans le monde. Et moi, je m'étonne que ça n'ait pas suscité davantage d'émotions. Et en France, les rapports les plus sérieux nous disent qu'il y en a pour 80 à 100 milliards de fraude et d'évasion fiscale chaque année. Faites les comptes de ce qu'on peut faire pour l'hôpital public, pour nos services publics, pour l'école, pour les formations, pour tout ce que nous avons à accomplir en récupérant cet argent. Le mécanisme d'impôt universel que l'on veut mettre en place consiste à dire, peu importe où vous partez, pour des raisons fiscales, peu importe où vous allez, vous paierez la différence entre ce que vous payez là où vous êtes arrivé et ce que vous auriez dû payer si vous étiez en France. Autrement dit, vous pouvez aller même sur Mars si vous le voulez, ça vous coûtera le même prix. Vous allez me dire c'est terrible, mais vous savez que les Américains font déjà ça. Jean-Luc Mélenchon le rappelle souvent, les Américains ont ce système. Et ils ont dans les ambassades un peu partout à travers le monde des gens qui viennent regarder en effet s'il y a des Américains qui sont arrivés pour des raisons fiscales et leur disent toc toc toc. Aux États-Unis, vous deviez autant, aujourd'hui vous payez autant, vous devez aux États-Unis toujours la différence, autant. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné assumer de dire aussi que la fraude et l'évasion fiscale minent complètement le contrat social et que cet argent, on en a besoin. Alors voilà, pour les principales mesures fiscales. Après, pour le reste, très franchement, quand vous voyez encore une fois comment se fait la répartition de la valeur, y compris dans les entreprises, vous avez largement de quoi financer. Et si vous voulez tout ça plus en détail, je vous renvoie à ce document. Mais de toute façon, dans la campagne, nous allons refaire ce que nous avions fait la fois précédente, c'est-à-dire consacrer une émission assez longue au chiffrage du programme, parce que vous avez raison de dire que c'est sérieux, de faire la démonstration qu'on ne fait pas des promesses comme on ferait une liste au Père Noël, même si c'est la période. On dit comment on va les financer, on explique pourquoi on veut le faire et comment ça se finance. Donc nous ferons une émission du chiffrage. En 2017, certains disaient à Jean-Luc Mélenchon, « Monsieur Mélenchon, il faut des chiffres, des chiffres ». Alors on s'était réunis, puis on s'est dit, bah, ils veulent des chiffres. On va leur en faire manger, ils vont en avoir pour une émission de 5 heures, où on a expliqué, point par point, comment on finançait le programme, en faisant venir sur notre plateau des journalistes économiques qui avaient accepté de se prêter au jeu. Mais oui, ce programme, il est chiffré en détail. C'est vrai, hein, toutes ces mesures sur lesquelles on vient de parler, elles sont intéressantes, hein, pour les jeunes notamment. Cependant, selon les instituts de sondage, actuellement, 35% des 18-35 ans voteraient pour Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Comment vous pouvez affirmer que cette tendance, elle soit là finalement? Est-ce que les jeunes se trompent sur les sujets importants? Est-ce que c'est quelque chose d'autre qui les séduit des valeurs peut-être? Mais écoutez, c'est la démocratie, donc je ne vais pas dire qu'ils se trompent, enfin si, je le pense, mais je vais dire que c'est un défi pour nous de les convaincre. Qu'avons-nous sous les yeux? Finalement, une situation sociale qui est difficile pour beaucoup, des gens qui consentent à beaucoup d'efforts et qui n'ont pas l'impression d'en voir le retour, et une existence, il faut bien le dire, qui est rendue difficile pour plein de gens. Alors les gens cherchent des réponses. Pourquoi est-ce que la situation est celle-là et quelles solutions on peut trouver? Et vous avez des gens qui apparaissent avec un discours qui est, admettez-le, plus facile à comprendre et à entendre que de dire tout ce que je viens de dire depuis tout à l'heure, comment la valeur qui est produite se répartit, comment s'organise l'économie. C'est clair que c'est plus facile de considérer que le problème c'est le voisin qui n'a pas la bonne couleur de peau ou le migrant que de considérer que c'est le banquier ou le financier. C'est plus facile à comprendre, c'est plus tangible matériellement pour un tas de gens. Maintenant, moi je pense qu'il faut assumer la confrontation des idées avec eux et convaincre les gens. Quand il s'agit d'aller droit au but et de s'adresser clairement à des gens qui pensent voter du bon côté en faisant ce choix, moi je leur demande de réfléchir 2 minutes. Ça n'est pas vrai
que ce sont les migrants qui, dans ce pays, ont fermé les usines, ont délocalisé, ont désindustrialisé. Pas plus que ce n'est vrai que ce sont les migrants qui sont responsables de la situation économique aujourd'hui. Donc il faut traiter ces sujets-là avec raison et commencer par dire qu'il y a une grande opération de diversion. Pardon, mais pendant qu'on sature l'espace médiatique avec ces questions-là, on oublie de dire qu'une fois que vous avez extrait ces discours de Madame Le Pen et de Monsieur Zemmour, les deux sont en fait, pardon, mais très macronistes et libéraux, quoi. Pourquoi dans son clip de campagne, là, qui vient de paraître hier, alors en plus, franchement, faites le test, hein. Retirez la musique, parce que franchement, la 7e de Beethoven, dans le genre qui met l'ambiance, quoi, c'est-à-dire c'est direct très lourd, quoi. Et alors, si vous retirez cette musique et que vous regardez comment le clip est conçu, il a toutes les caractéristiques techniques de ce qu'est une caricature, avec les effets de zoom, de loupe, qui vous saisissent d'effroi quand vous regardez le résultat, quoi. On a l'impression qu'on sort de la maison, on va se faire égorger tout de suite, c'est catastrophique. Mais surtout, pourquoi M. Zemmour, dans son clip de campagne, ne dit pas que son intention est de faire travailler les Français plus longtemps? Pourquoi M. Zemmour ne dit pas que son ambition n'est absolument pas de partager les richesses? Voilà, c'est-à-dire en gros, il considère que la question unique, celle qui est au cœur de tout, c'est la question des migrants. Alors, pardon, mais on va s'arrêter un instant sur le sujet, sur la question migratoire que je ne veux pas évacuer. Mais mes amis, pour être assez bête pour considérer qu'aujourd'hui serait à l'œuvre un grand remplacement en France avec les niveaux de migration que nous avons, il y en a certains que le dernier rapport du GIEC devrait faire se coller l'urticaire, quoi. Parce qu'aujourd'hui, mes amis, les mouvements de population à l'échelle du monde, c'est grosso modo 70 millions de personnes, d'accord? Mais en 2050, selon le GIEC, avec les effets du changement climatique, ça va passer à 250 millions de personnes. Donc si vous croyez qu'il y a une vague et une submersion aujourd'hui, attendez-vous au tsunami, d'accord? Parce que ça n'est pas le cas du tout. Aujourd'hui, les mouvements de population, ceux qui arrivent par exemple aux portes de l'Union européenne, ça représente 2 personnes pour 1000 habitants. Pardon, mais c'est rien, en vérité. Ce n'est rien. À la condition que les choses, bien sûr, soient organisées autrement que dans le chaos indescriptible que nous avons sous les yeux, avec les règles de Dublin qui font que c'est le premier pays frontalier qui doit assumer toutes les démarches administratives, ou quelque chose qui est tellement mal géré, comme les accords du Touquet à Calais, qui aboutissent sur des drames humains, comme ceux qu'on a vus la semaine dernière. 27 personnes ont péri au large de Calais la semaine dernière. Parmi eux, une petite fille, une femme enceinte, des femmes, des hommes. Et quoi qu'on en pense, ce sont nos frères et nos sœurs. Et ces gens-là ne partent pas de leur pays d'origine, le Soudan, l'Afghanistan, l'Irak, l'Érythrée et tous les autres, de gaieté de cœur. Il y a, de mon point de vue, un sujet qu'on devrait coller au nez de M. Zemmour, de très près, de Mme Le Pen, qui n'est jamais abordé. J'avais l'occasion de le faire une fois sur un plateau de télé avec Mme Le Pen. C'est les causes des mouvements de population. C'est absolument absent du débat public. On interroge toujours les responsables politiques comme si le migrant, par définition, était un parasite et pas un être humain, et qu'il fallait s'occuper de comment on les tient à distance. Les questions généralement des journalistes, c'est « Mais alors, monsieur, madame, comment on empêche les gens d'arriver ?» La bonne question à poser, c'est pas comment on empêche les gens d'arriver, c'est comment on permet aux gens de ne pas avoir à partir de leur terre d'origine. Il y a des causes au mouvement de population qui sont identifiées. J'en cite 3 qui nous paraissent très nettes. Les accords commerciaux inégaux, qui font que quand vous avez certains produits qui arrivent dans des pays en développement sursubventionnés, l'économie locale ne peut pas résister, elle s'effondre automatiquement. Les conflits et les guerres, j'en cite qu'un, mais quand même, 20 ans de guerre en Afghanistan pour prétendument lutter contre le terroriste, avec des objectifs flous qui étaient sous la table, bien évidemment. On peut suivre les pipelines et tout le reste pour comprendre ce qui se joue vraiment dans ce genre de terrain de conflit. Et l'épilogue que nous avons d'un retour des talibans au pouvoir. Bonjour le résultat. N'avons-nous pas nous-mêmes des responsabilités dans les causes des mouvements de population? Et enfin, bien sûr, le changement climatique qui, je l'ai dit, va accélérer tout ça. Autrement dit, franchement, il vaut mieux ne pas renoncer. Même si M. Zemmour et Mme Le Pen ont l'intention de mettre le pays à cran sur le sujet, à dire qu'on peut traiter cette question avec raison et humanité. Traiter les causes des mouvements de population d'une part, et faire en sorte que quand des femmes et des hommes se pointent à nos portes, la première des choses à faire, c'est de les traiter en êtres humains. Quoi qu'on décide de faire, de les traiter en êtres humains. On n'est pas obligé de lacérer des tentes, de subtiliser des jouets à des gamins. On peut se comporter, même face à une situation difficile, en être humain.
Et moi, je le dis très clairement, il faut avoir une parole forte, claire, y compris à l'adresse de certains des électeurs de M. Zemmour, aujourd'hui qui est candidat, de Mme Le Pen. Vous avez parmi ces gens-là des gens qui sont foncièrement convaincus par ces thèses ethnicistes, qui pensent vraiment qu'il y a une supériorité de l'homme sur la femme, toutes sortes de choses que M. Zemmour a pu écrire. Vous avez des gens qui pensent comme ça. Ceux-là, c'est peut-être compliqué de les convaincre. Mais vous avez tous les autres qui pensent que oui, le responsable de tous leurs maux, c'est l'immigré. Ben, il faut faire la démonstration que non. Et c'est une démonstration argumentée à faire. Chiffres à l'appui. Quand vous regardez, y compris ce qui arrive à nos portes en France, 275 000 exilés, dont la plupart repartent un an après parce qu'ils sont étudiants. Non, ce n'est pas vrai, pardon, il n'y a pas de grand remplacement en France. Ça n'existe pas. Voilà. Et il faut assumer de le dire et de le démontrer. Et c'est pas parce que M. Zemmour est encadré par des équipes qui font des clips de campagne, selon eux, bien léchés, moi j'ai trouvé ça absolument ridicule, mais certains ont l'air de trouver ça formidable, qu'il faut s'empêcher de voir que quand on les sort de leur zone de confort, il n'y a plus personne. M. Zemmour, quand vous le faites parler d'économie, c'est comme Dracula quand vous allumez la lumière, ça s'évapore, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. On affirmait que le gouvernement de Boris Johnson, pour repartir sur le malheureux drame qui a pu se passer dans la Manche la semaine dernière, était complice d'un tel accident, notamment en citant les accords du Touquet et en refusant toute responsabilité étatique de leur part. Donc d'après vous, quelle solution d'urgence, sans parler des causes, puisque vous revenez sur ça, aujourd'hui on fait face à des gens qui souhaitent traverser, quelle solution d'urgence peut-on mettre en place pour éviter de tels drames? Là encore, la réponse est dans la question, vous l'avez dit, les gens souhaitent traverser, donc ils doivent pouvoir traverser. Sauf qu'aujourd'hui, en effet, il y a ces accords du Touquet, que d'ailleurs Gérald Darmanin a dit qu'il n'était pas question de les renégocier, c'est-à-dire qu'ils sont toujours prompts à les dénoncer, mais ils ne vont pas les renégocier. Les accords du Touquet, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas? C'est un très mauvais accord qui a été négocié, qui fait en quelque sorte qu'aujourd'hui la frontière britannique est sous-traitée en France, et que donc nous faisons garde-barrière du Royaume-Uni. Et vous avez en effet ces femmes et ces hommes qui souhaitent pouvoir traverser la Manche et aller s'établir au Royaume-Uni. Il y avait des engagements qui avaient été pris, chiffrés. Je me souviens par exemple au moment où ils ont démantelé la fameuse jungle de Calais, il y avait eu l'engagement par le gouvernement britannique de prendre en charge 3000 personnes. Je crois qu'il y a seulement 10% des engagements qui ont été respectés. Donc la situation à Calais, évidemment, elle est insupportable. D'abord pour les migrants et les exilés, mais elle l'est aussi pour les personnes qui vivent sur place, évidemment. Vous avez cette concentration de gens qui veulent passer et qu'on empêche de passer parce qu'il n'y a pas de voie de migration légale vers le Royaume-Uni. Donc il faut, oui, dénoncer et renégocier les accords du Touquet et instaurer une voie de migration légale vers le Royaume-Uni. Il n'y a pas de raison que la France fasse le garde-frontière du Royaume-Uni aujourd'hui. Et vous pensez que le réchauffement climatique, ça va être un gros problème par la suite, notamment au niveau de la migration, mais je vous parle également d'une façon plus générale. C'est quoi les mesures concrètes, très concrètes que vous proposez sur l'écologie en France? Vous nous parlez beaucoup du nucléaire, avec Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement là-dessus? Bon, d'abord, voir le défi qu'on a en face de nous. Je pense que tout le monde a compris et plus personne ne conteste que le changement climatique est commencé, qu'il s'accélère, et même, je vais aller au-delà. En 2017, quand on construisait un discours politique sur la question écolo, moi j'aimais bien souvent dire, voilà, en gros, on va se retrousser les manches et on va créer les conditions de relever le défi, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, la parole des scientifiques, pardon pour le caractère un peu catastrophique de tout ça, mais les scientifiques nous disent qu'en gros, des seuils d'irréversibilité ont déjà été atteints. On était, avec les accords de Paris, sur un objectif censé nous faire atteindre 1,5 degré de réchauffement. On est aujourd'hui sur une trajectoire qui nous amène plutôt à plus 3, plus 5 degrés. Avec des scientifiques qui nous expliquent que les effets du changement climatique ne sont pas linéaires du tout, et que donc c'est des conséquences en cascade que l'on voit arriver. Et une part irréversible. Et ça, je pense que votre génération, mais comme il n'y a pas beaucoup d'années qui nous séparent, je m'inclus dedans, mais notre génération, elle est au pied du mur de ça. C'est-à-dire que nous savons qu'il y a des catastrophes que de toute manière on ne pourra pas éviter. Même si on appuyait maintenant sur le bouton et qu'on changeait radicalement le modèle, il y a des seuils qui ont été franchis qui font que des choses vont arriver auxquelles il faut se préparer. Par exemple, on sait qu'un enfant qui naît aujourd'hui, en 2021, va connaître dans sa vie 30 épisodes de chaleur extrême avec des pics à 55 degrés. Voilà, on le sait, scientifiquement c'est établi. Et d'ailleurs, soit dit en passant,
ces enfants vont connaître ces pics de chaleur, quel que soit leur prénom, évidemment, hein, faut quand même le dire, parce que ça c'est pareil, quoi. Moi je crois que pardon pour le point avec la question précédente, mais je crois qu'en fait les obsessions qui infusent dans le débat médiatique, en fait, sont à rebours de la pente des événements. Si dans quelques temps, et c'est déjà le cas, c'est les conditions de la vie humaine sur Terre qui sont mises en cause, franchement, est-ce que vous croyez qu'on va avoir du temps à perdre pour se pouiller sur la religion, la couleur de peau ou le prénom? Enfin, pardon, on va être ramené de force, s'il le faut, à notre commune humanité et à nos liens d'interdépendance avec un seul écosystème qui ne se soucie pas de savoir en quel Dieu on croit ou si on croit en Dieu. Voilà, donc tout ça, il faut le dire aussi. Donc on a ce défi considérable devant nous. Et je le disais tout à l'heure à... Comment ça s'appelle déjà la chaîne télé Micro-ondes. Micro-ondes. Je disais tout à l'heure à Micro-ondes que tout le monde est écologiste aujourd'hui. C'est-à-dire en gros tout le monde dans le champ politique prétend se soucier de la question écolo et avoir des réponses à y apporter. Nous, notre thèse, c'est qu'il y a un choix à faire entre un modèle d'organisation particulier qu'est le capitalisme et l'écologie. Et la méthode que nous voulons appliquer, c'est la planification écologique. Ça veut dire on se fixe un cap, un objectif. C'est la règle verte. Ne pas prendre davantage à la nature que ce qu'elle peut reconstituer. Et donc vous allez dire, mais c'est un défi extrêmement ambitieux. Oui, et il faut l'irriguer dans toutes les sphères de l'économie. Ça veut dire que par exemple, il faut faire la transition énergétique rapidement, de manière accélérée. Donc il faut la planifier. En fait, ce qu'on pouvait faire plus calmement, plus tranquillement, en 30 ou 40 ans, on a perdu tellement de temps qu'on va devoir le faire de manière accélérée. Et pour ça, oui, il va falloir se retrousser les manches et organiser cette planification. Songez par exemple que si vous faites la transition énergétique, aller vers 100% d'énergie renouvelable, comme on a fait des enquêtes sur notre programme, on sait que 7 Français sur 10 partagent l'objectif d'aller vers 100% d'énergie renouvelable. Si vous faites la transition de nos modes de transport, si vous renouvelez le bâti pour qu'il n'y ait plus la précarité énergétique, on propose 700 000 logements rénovés par an. Si vous revoyez tout un tas de modèles, si vous faites l'économie de la mer, dont parle souvent Jean-Luc Mélenchon, tout ça, ça va être beaucoup de nouveaux métiers, beaucoup de nouvelles formations, de nouvelles écoles, de nouvelles filières à monter. L'agriculture aussi, que nous voulons paysanne et relocalisée, plutôt qu'intensive en chimie, comme on le voit. Bref, il y a énormément à faire. Donc, en quelque sorte, le programme que nous portons, avec cette arête centrale qu'est la planification écologique, consiste à dire, nous allons mettre en France toute l'économie. On va organiser les choses de manière à relever ce défi et mettre en partage les pratiques qui vont en découler avec toute l'humanité, évidemment. On ne va pas le faire simplement uniquement depuis la France. On va partager avec les autres les savoir-faire que l'on va développer. Mais il y a énormément à faire pour relever ce défi climatique et il faut aussi assumer une forme de protectionnisme écologique. Voilà. Nous, on assume ça, c'est-à-dire de dire que le libre-échange, les accords qu'on signe à tour de bras qui organisent le déménagement permanent du monde, c'est pas possible, et qu'on doit créer les conditions d'une forme de protectionnisme, non pas chauvin, mais assis sur des objectifs sociaux, écologiques. Il faut pouvoir le faire maintenant, c'est absolument indispensable. Voilà donc, en quelque sorte, voilà le cœur de nos propositions, et dans ce qui fait débat aussi aujourd'hui, il y a évidemment la question européenne, et juste nous savons que allez, le 60-70% du programme que nous portons est en contradiction avec les actuels traités européens. Donc il faut aussi assumer de dire qu'il y aura des obstacles à contourner. Si vous respectez la doxa budgétaire aujourd'hui imposée par la Commission européenne, c'est pas vrai que vous pouvez investir l'argent qu'il faut investir pour en faire la planification écologique. Donc il faudra aussi assumer de franchir ces obstacles, mais nous le devons. Très bien. On va pouvoir passer aux questions du public, mais une... Ah, il marche pas ton micro. Ok. Oui, très bien, on va pouvoir passer aux questions du public. Mais avant ça, une dernière question. D'ailleurs, je vous invite chacun à préparer vos questions si jamais vous en aviez. Dernière question, dans 4 mois, élection présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'on peut s'attendre à le voir en 2027? Quelle est la suite pour la France Insoumise? Franchement, en fait, cette question-là, elle nous est beaucoup posée. Et moi, je réponds toujours de cette manière, et vraiment sans langue de bois. Pour moi, l'après, c'est trop tard. Vraiment. C'est-à-dire que quand on voit la pente des événements qu'on a sous les yeux, quand on voit et le changement climatique, quand on voit la situation sociale du pays, les tensions qu'on a connues, qui aurait pu prévoir
le mouvement des Gilets jaunes et le surgissement sur la scène politique de ce mouvement formidable qui, sur la base d'une injustice fiscale, va jusqu'à réclamer le référendum d'initiative citoyenne. Personne n'avait pu le prévoir. Donc franchement, qui peut prévoir aujourd'hui ce qui va se passer dans l'ère 2022-2027, au point même d'avoir la certitude que tout va se dérouler normalement et qu'il y aura des élections dans les mêmes considérations à ce moment-là. Parlons de juillet 2022 alors. Non mais moi je n'en sais rien, je vais vous dire une chose. Si je suis devant vous aujourd'hui, si j'ai choisi d'écrire ce bouquin qui initialement, quand l'idée m'est venue, sans doute par confort, parce que ça m'a coûté un peu de l'écrire en plus de toutes mes activités par ailleurs, il y a quelques nuits blanches quand même dans ce pavé de 300 pages, mais au départ, quand j'avais prévu de l'écrire, je m'étais dit que je l'écrirais après. En fait, je ferais a posteriori un récit de la baston, quoi. Et je me suis dit non, en fait, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que moi, je déplore que certains de celles et ceux qui concourent à l'élection présidentielle de 2022 dans l'espace politique qui traditionnellement s'appelle la gauche, je déplore que certains, je le dis, sont candidats, mais à cette heure considèrent que l'élection est perdue. Et donc quand vous êtes candidat et que vous considérez que l'élection est perdue, vous ne faites pas la même chose que nous, qui considérons que non, ce n'est pas perdu, que c'est scellé au fait de savoir si des femmes et des hommes qui à cette heure n'en ont pas l'intention vont se déplacer pour aller voter, et que nous ne sommes pas les spectateurs d'une situation qui nous échapperait. Non, ça n'est pas vrai. Pardon, mais si vous y croyez, non, le scénario n'est pas écrit à l'avance. Ça n'est pas écrit que dans 4 mois, M. Macron va se retrouver confortablement installé devant M. Zemmour ou Mme Le Pen, et que l'alternative sera entre 5 ans de plus de cette politique avec la réforme des retraites et tout ce qui nous est annoncé, ou la 7e de Beethoven sur fond de chaos qu'on a vu hier s'illustrer dans un titre de campagne. Non, c'est pas vrai. Donc on peut faire autrement, et c'est précisément ce qu'on va faire. Alors moi, franchement, je le dis, l'après c'est trop tard, et c'est certainement pas ce à quoi je veux me préoccuper pour l'instant. Moi, je veux être utile tout de suite, c'est-à-dire aller droit au but par le chemin le plus court, et le chemin le plus court, c'est dans 4 mois. Voilà. Ça marche. On va pouvoir passer donc à vos questions. Si jamais vous en aviez, vous pouvez lever la main et puis on vous donnera un micro pour que vous puissiez la poser directement. Bonsoir. Vous êtes où? À qui je parle? C'est moi. Ah, coucou. Bonsoir. Donc moi j'ai une question pour revenir sur le thème de la 6e République. Puisque 6e République d'une nouvelle constitution, est-ce que cette nouvelle constitution, elle serait discutée par la voie parlementaire, donc une assemblée constituante, ou plutôt par le voie gouvernementale, qui pousserait donc à un référendum ou pas, concernant cette nouvelle constitution? Et concernant cette éventuelle nouvelle constitution, est-ce qu'elle se baserait, comme le fait l'actuelle, sur les anciennes ou pas? Voilà, merci. On en prend plusieurs ou... Oui, je pense que le mieux c'est d'en prendre plusieurs. Monsieur là, peut-être? Bonsoir. Alors, il faut te dire... Merci à vous pour votre explication. Je voulais signaler un paradoxe et poser une question. Un paradoxe concernant Zemmour. Comment se fait-il, au moment où en Israël, un gouvernement réunissant les nationalistes et les islamistes gouverne ensemble le pays, et en même temps en France, on inverse la donnée, il ne faut pas travailler avec les musulmans. C'est quand même énorme. Voilà un pays, sachant qu'il est entouré par des ennemis potentiels, décide de constituer un gouvernement avec des islamistes. Ce sont des islamistes palestiniens, proches des frères musulmans. Hein, toutes les données sont connues maintenant. Et en France, Zemmour, se disant lui-même berbère, ne se rend pas compte de son histoire, comment les Juifs ont été accueillis dans les pays musulmans au cours des siècles depuis l'Inquisition espagnole. Il ne se rend pas compte. Il est vraiment un inculte, il n'a qu'à aller vivre en Israël et essayer de faire. Merci. C'est vraiment, comme je dis, Merci pour la question. Deuxièmement, ma question. C'est tout. On peut passer à... Voilà, ma question, c'est par rapport à l'écart qu'il y a énorme depuis l'arrivée des néolibéraux entre l'économie réelle représentant 1 et l'économie financière qui maintenant est au stade de 100.
C'est n'importe quoi. Au début du XXe siècle, Merci. l'État était de 1 à 5 pour ce qu'on appelle l'huile et le rouage. Qu'allez-vous faire de cet écart? Merci. On va peut-être diversifier la zone de questions. Là-bas. Comme ça, c'est bon, oui. Merci pour la conférence, déjà. Et pour cette première question que vous m'avez posée. Je suis content qu'on ait parlé écologie et règles vertes. Et on finissait à la fin d'en parler de la question européenne. Moi j'ai une question assez franche. Je me rappelle du programme de 2017, enfin du coup de 2016, où le slogan c'était l'Europe, on la change ou on la quitte. Et on constate que ce programme a un petit peu changé récemment, qu'il y a une question, on va dire, du plan B, un peu plus floue. Du coup, je voulais savoir concrètement où en était la FI niveau Brexit, puisque du coup, il trouve que le plan B actuellement constitue ne pas respecter les règles, on va dire. Et je trouve ça un peu flou comme plan B. Pourquoi pas de Brexit? Du coup, pourquoi avoir abandonné cette idée? Merci. C'est bon. On prend une dernière. Ouais. Une dernière. Dernière question, donc. Bonsoir, moi je m'appelle Patrick. Je viens d'un pays, le Cameroun, et je voudrais revenir sur un thème que vous avez largement abordé tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le thème de l'immigration. Vous avez essayé d'expliquer comment on peut lutter contre l'immigration. Je suis en partie d'accord avec vous. Ma question est la suivante. Nous, en Afrique, moi je viens d'Afrique francophone, on a 14 pays qui utilisent le franc CFA. Et, généralement, on se dit, ces pays-là, on est des pays assez pauvres. C'est vrai que nous, les produits qui viennent d'Europe, quand ça arrive en Afrique, et en particulier au Cameroun, ces produits-là sont beaucoup moins chers que les produits qui sont produits sur place, ce qui fait que l'économie, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, elle s'effondre tout de suite. Mais sur la question du franc CFA, dans le programme, moi je suis mélanchoniste depuis très très longtemps. Moi, ce que je déplore, c'est que je ne trouve pas souvent, vous n'abordez pas beaucoup cette thème-là sur le franc CFA, de savoir comment ça se fait que sur 14 pays qui utilisent le franc CFA, en Afrique francophone, c'est majoritairement les pays qui sont les plus pauvres, et c'est majoritairement ces pays-là que les jeunes meurent beaucoup dans la Méditerranée. Est-ce que vous avez un volet pour savoir est-ce qu'il y a moyen de renégocier ces accords du franc CFA? Est-ce que vous avez prévu de rediscuter avec les chefs d'État et le gouvernement français pour qu'on n'ait plus nos caisses de dépôt qui sont à Bordeaux, pour qu'on fabrique plus le franc CFA en France? Enfin, j'essaye d'être un peu clair, excusez-moi, c'est assez particulier parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Parce que je sais que nous, on ne part pas par plaisir, c'est vrai. On part parce qu'on souffre, parce qu'on est pauvre, parce qu'on n'a pas de quoi manger, on n'a pas de quoi se soigner. Et c'est pour ça que je parle avec une voix tremblante. Et ce sujet-là, j'aimerais, parmi ceux-là qui peuvent réduire l'immigration, que ce soit un sujet central, celle de la monnaie. Merci. Merci. Merci d'abord pour toutes vos questions. La première portait sur la question de la 6ème République et ses modalités en quelque sorte. Donc oui, je disais, ça fait plus de 20 fois que la constitution de la 5e a été revue, tripatouillée, sans que le peuple ait eu son mot à dire. Ça veut dire que non seulement on a une constitution qui, en tant que telle qu'elle a été créée, vu comment elle fonctionne, concentre les pouvoirs dans les mains d'un seul, mais qui plus est, a été régulièrement revue sans que le peuple, qui normalement on est le dépositaire, n'ait son mot à dire. C'est un problème. Donc désormais, quand nous disons qu'il faut passer à la 6ème République, il y a la question, en effet, de manière opérationnelle, comment ça se traduit. Parce que vous avez raison de dire qu'il y a plusieurs manières d'y parvenir. Vous avez, je crois, notamment un candidat qui propose lui aussi de passer à la 6ème République, mais il dit comment il le fait, c'est-à-dire qu'en gros, il vient avec son projet de 6ème République clé en main, et il impose, quoi. Et en quelque sorte, si vous votez pour lui, vous aurez ce projet-là, point. C'est pas le peuple lui-même
qui s'engage dans un processus qui va faire en sorte qu'il se redéfinisse et se refonde, ce qui pour nous est indispensable pour concourir à faire reculer cette grève civique que je décrivais au début de mon exposé. Donc oui, pour nous, les choses se passeront de la manière suivante, c'est la convocation d'une assemblée constituante, en effet. Alors, il faut expliquer pour celles et ceux pour qui tout cela est très étranger, mais l'assemblée constituante, c'est donc en effet un parlement ad hoc qui aura à traiter de la question d'un nouveau projet de constitution pour la France. Donc de manière très technique, ça veut dire que pendant la période de travaux de cette assemblée constituante, qui doit délibérer un temps, alors on avait anticipé des calendriers, ça peut durer tantôt 1 an et demi, 2 ans, il y a des expériences constituantes à travers le monde qui permettent de regarder comment ça se passe. Mais pendant ce laps de temps, on ne va pas attendre que l'assemblée constituante finisse ses travaux pour commencer à appliquer ce programme, parce que sinon on n'en aura pas du tout assez d'un quinquennat. Donc, on va commencer à gouverner le pays dans un cadre institutionnel qu'on conteste, qui est celui de la Ve République. Mais l'acte 1 dès le départ, ce sera en effet de convoquer cette assemblée constituante. C'est donc un parlement, une assemblée, que nous voudrions composer de femmes et d'hommes qui n'auraient jamais été élus auparavant dans le cadre de la 5e, d'une part, et qui ne seraient jamais élus ensuite dans le cadre de la nouvelle 6e République, de manière à s'assurer que leur participation à cette délibération ne subisse aucun effet de conflit d'intérêts. Et nous souhaiterions qu'il y ait une part de cette assemblée constituante qui arrive sur ces bancs par élection, c'est-à-dire des gens qui se présenteraient au suffrage des Français avec des idées de ce qu'ils veulent porter dans le projet de nouvelle constitution. Et nous voudrions aussi une part de tirage au sort dans les participants à cette assemblée constituante, qui pendant donc un temps délimité, accompagnés bien sûr de gens qui sont des spécialistes pour se mettre à leur disposition, des juristes, etc. C'est vrai que si vous êtes tiré au sort, vous, demain, pour aller rédiger une nouvelle constitution, ça ne tombe pas sous le sens. Mais tout le monde a des idées, tout le monde peut délibérer collectivement, et on aboutirait à un projet de nouvelle constitution qui, à l'issue des travaux de l'Assemblée constituante, serait soumis à référendum. Ça veut dire qu'une fois que l'Assemblée a fini ses travaux, elle revient devant le peuple en disant « Voilà le résultat des courses de la délibération et voilà quel projet de 6e République nous proposons au peuple français. » Alors nous, c'est vrai que nous avons un certain nombre d'idées sur ce que nous voudrions mettre dans cette 6e République. Par exemple, inscrire dans la Constitution certains droits imprescriptibles qui peuvent être remis en cause au gré de l'alternance politique. Je pense par exemple à la question de l'interruption volontaire de grossesse, pour ne citer que cet exemple. Des choses qu'il faut sacraliser dans la Constitution. Mais par ailleurs, nous voulons par exemple aussi instaurer le référendum d'initiative citoyenne qui est dans notre programme depuis des années. Donc nous avons des idées de ce que nous voudrions mettre dans ce projet de nouvelle Constitution, mais contrairement à d'autres, nous n'avons pas l'intention d'imposer un projet de Constitution que nous aurions écrit nous-mêmes au peuple français. Pour nous, le plus important, c'est que lui ait la place et se refonde à travers ce processus constituant. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Je me permets rapidement de faire une brève aparté. Pour rester dans les temps, on a à peu près une dizaine de minutes, M. Caténin, c'est ça que il y a encore d'autres questions, j'imagine, en plus, donc on va frustrer personne, parce que si je réponds en 3 minutes à chaque question, on ne va pas s'en sortir. Je vais essayer d'aller plus vite, promis. Sur la deuxième intervention, outre ce que vous avez décrit sur Éric Zemmour, moi je pense qu'en plus tout ça est, en fait, en réalité, beaucoup plus irrationnel que ça n'y paraît, quoi. C'est-à-dire que, très franchement, enfin, Éric Zemmour se présente en disant un candidat à l'élection présidentielle, il a une question qu'il détermine, à laquelle il apporte une réponse, point. Pardon, mais c'est un peu plus complexe que ça, tout de même, quoi. Moi, je considère que, par ailleurs, c'est normal qu'on en discute et qu'on en débatte aujourd'hui, parce qu'en plus, cette déclaration de candidature, elle s'est faite hier. Mais quand même, il faut observer à quel point cette candidature a été gonflée à l'hélium médiatique pendant des mois, quoi. C'est-à-dire que nous, on a fait les comptes. Éric Zemmour, c'est, pendant la période de l'été à maintenant, c'est 230 articles de presse par jour en moyenne, quoi. C'est un truc absolument ahurissant. Donc, et d'ailleurs, je pense sincèrement que l'entrée en campagne et le fait que nous ayons la capacité à avoir de la contradiction, des débats argumentés, devrait le faire refluer, en tout cas je l'espère, c'est ce à quoi on va s'adonner. Pour le reste, vous avez évoqué la situation, et là il nous faudrait toute la soirée pour en parler, mais la situation au Moyen-Orient, bon, pour nous c'est très clair sur ce sujet aussi, notre
proposition, notre revendication, c'est ni plus ni moins que l'application du droit international. Et la résolution de l'ONU de 67 avec la reconnaissance de la solution à 2 États avec Jérusalem-Est pour capitale. Et il faut le rappeler aussi, parce qu'il y a des débats qui sont parfois interdits ou soupçonnés. Non, il faut le dire. Et nous, notre ligne en la matière, c'est l'application du droit international et rien d'autre que l'application du droit international. Bon, après, vous êtes parti sur la question de l'économie. Oui, je ne l'ai pas dit dans mon exposé, mais c'est évident. D'ailleurs, on a pas mal d'alertes en ce moment sur l'éventuelle possibilité d'éclatement d'une nouvelle bulle financière. C'est vrai qu'il y a un décalage absolu, monumental, entre l'économie réelle, ce qui est matériel, et la masse d'argent en circulation à travers de simples effets d'écriture. C'est voilà, les rudiments de l'économie que de voir cela. Et donc la nécessité de faire en sorte non seulement de mieux répartir la richesse produite, de faire en sorte, y compris d'augmenter les salaires, de rendre tout ça tangible et matériel, ça contribue à dégonfler ces bulles. Parce que sinon, demain, on n'est pas à l'abri d'avoir une nouvelle situation comme celle de 2008, dont tout le monde se souvient. Et rappelez-vous qu'à l'époque, on nous avait dit, promis, le capitalisme financiarisé, c'est terminé, plus jamais de la vie, on se rappelle. Et en réalité, on voit qu'aujourd'hui, on a toutes les prémices d'une situation économique qui pourrait être la même. Donc oui, il y a urgence à faire en sorte que tout cela reprenne un peu pied dans la réalité. Par ailleurs, il est complètement ahurissant de voir qu'aujourd'hui, vous gagnez bien mieux votre vie, vous pouvez gagner bien mieux votre vie en sirotant une tasse de café devant un ordinateur où des algorithmes font des achats et des ventes d'actions pour vous, qu'en allant travailler dans des tâches très concrètes du quotidien. Voilà, et ça aussi, il faut y mettre fin. Bon, ensuite, la question épineuse, mais je voulais qu'elle l'aborde, je voulais qu'on l'aborde, et c'est pour ça que je me suis permis de l'introduire à travers la question écolo. Évidemment que la question européenne est fondamentale et qu'elle est sans doute le point de désaccord, pour ne pas dire simplement de discussion, majeur entre les différentes formations politiques de l'espace qu'on appelle la gauche. Alors, pour nous, en fait, les choses sont très pragmatiques. On ne fait pas d'idéologie, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'a priori sur l'Europe au sens d'idéal. L'idéal européen, rêvé par certains, de coopération entre les peuples, pour la paix, etc. Je veux dire, on y souscrit les deux mains, il n'y a pas de problème. La vérité, c'est que ce qu'on a sous les yeux aujourd'hui, c'est pas exactement ça. Tout le monde en convient. Nous avons sous les yeux, ni plus ni moins, qu'un marché. Un marché qui est régi par des traités qui ont été démocratiquement refusés ici en France, il faut quand même s'en rappeler. Et d'ailleurs, bon, notre histoire collective, elle démarre de cela, parce que en 2005, Jean-Luc Mélenchon, il était au Parti Socialiste, et il y a eu ce référendum, et contre l'avis du parti, lui décide de faire campagne pour le non au traité. Et cette campagne a été victorieuse. Les Français ont souverainement exprimé un choix. Ils n'ont pas dit non à l'Europe, c'est pas le sujet. D'ailleurs, l'Europe, c'est pas de la politique, c'est de la géographie. Personne n'a l'intention de découper la France à ses contours et de la faire s'arrimer pour aller je sais pas où. Ce que l'on met en cause, c'est pas l'Europe, c'est le fonctionnement particulier de cette Union européenne aujourd'hui, c'est-à-dire l'application de ces traités. Et ces traités, que font-ils? Ils soumettent tous nos budgets nationaux au tunnel des 3% de déficit et tout le reste. Ils empêchent l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Ils imposent la concurrence libre et non faussée à tous les secteurs, y compris des choses que nous avons mis des décennies à bâtir. Je pense par exemple à l'énergie. C'est un véritable fiasco, l'ouverture à la concurrence de l'énergie. On parlait tout à l'heure des prix. Le prix de l'électricité n'augmente que pour la raison que le marché indexe le prix de l'électricité sur le prix du gaz. C'est tout. Il n'y a pas de changement matériel dans la production. Si le gaz augmente, mécaniquement et par simple effet de marché, le prix du gaz, le prix de l'électricité augmente également. Mais le plus important pour nous, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, concrètement, en vertu de ces traités, les urgences que nous avons identifiées et que ce programme se propose de traiter, les 694 mesures, il y en a nombreuses que les traités européens viendraient empêcher. Par exemple, nous voulons reconstituer un pôle public de l'énergie pour rebâtir ce grand service public et le mettre notamment au service de la planification écologique et de prix qui seraient maîtrisés. C'est interdit par les traités. Si on veut faire, par exemple, la TVA à 0% sur certains produits de première nécessité, c'est interdit par les actuels traités. Si on veut investir aussi considérablement qu'il va le falloir pour affronter ces défis,
c'est interdit par le cadre des traités. Autrement dit, pour nous, le pragmatisme consiste à dire que s'il y a un mandat populaire pour appliquer un programme, aucun obstacle, aucun, ne nous empêchera d'aboutir. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est une déclaration d'intention. Maintenant, comment on fait concrètement? Et donc je réponds à votre question sur Frexit, pas Frexit et tout le reste. Notre histoire de plan A, plan B, à mettre en comparaison avec la question du Frexit. La question du Frexit, et ceux qui sont partisans du Frexit, ça consiste en quoi? Ça consiste à dire qu'en toute hypothèse, de toute façon, il n'y a pas de discussion possible, et que la seule chose à faire, c'est de fuir et de se barrer et de faire autre chose. En gros, pour résumer. Nous pensons qu'on peut jouer une autre carte. Que si c'est la France qui parle à la table européenne, c'est pas exactement la même chose, considérant qu'elle pèse 18% de l'économie européenne, que quand c'était la Grèce qui en pesait que 2%, à qui on a pu serrer la vis et sauter au cou. Voyez ? Et Jean-Luc Mélenchon a toujours dit, je suis persuadé que si on négocie un certain nombre de points et qu'il s'y oppose, si on menace d'une sortie, c'est-à-dire le fameux plan B de 2017, si on menace d'une sortie, alors il nous rattrape par le col avant qu'on sorte de la salle, parce que ça n'est pas vrai qu'on peut faire l'Europe sans la France. La France a, et il faut l'accepter, des capacités de négociation tout de même dans cette affaire. J'ai tendance à croire parfois que les partisans du Frexit voient la France en bien plus petit et en bien moins lourd que ce qu'elle pèse réellement. Et pardon, mais il ne faudrait pas s'empêcher de tenter cette histoire. Parce que si on peut réussir à obtenir des changements dans le mode de fonctionnement de l'Union européenne, il y a y compris des changements qu'on fera plus vite à 27 si on est d'accord, ou en tout cas au plus nombreux possible, que de les faire tout seul. En tout cas, pour simplifier le discours, parce que parfois tout ça est très complexe, ça consiste à dire très simplement, très pratiquement, que toute directive européenne, que tout aspect des traités européens qui viendrait contrevenir à l'application de notre programme, alors nous ferons opt-out, c'est-à-dire on désobéira, voilà, unilatéralement s'il le faut, tout en proposant un certain nombre de revendications sur lesquelles on pourrait s'accorder avec d'autres, mais en fait, résumer cela de cette manière, rien ne s'opposera à l'application de ce programme, y compris si c'est unilatéral, et y compris si ça se fait contre les actuels traités européens. Voilà. Si vous avez la possibilité d'y répondre en moins de 2 minutes, en fait, on aura le temps de reprendre une ou deux questions pour éviter de... Je vais très vite pour répondre à monsieur. Je partage complètement votre avis, j'ai commencé à le dire sur la question de l'immigration. Traiter les causes d'une part, et aussi, où on n'a pas beaucoup parlé, mais créer les conditions d'un accueil digne, partagé, en coopérant. À l'échelle de l'Union européenne, c'est tout à fait possible de le faire aujourd'hui. Mais vous avez parlé des causes des mouvements de population, et il faut dire aussi que on a, oui, cette responsabilité avec ce que vous avez cité, qui est la francophonie. Ces États qui ont cela en commun avec nous, et avec lesquels il faut avoir un autre rapport que celui que la France a trop souvent eu. C'est-à-dire rompre avec une forme de paternalisme, pour le dire poliment, et proposer un autre pacte de coopération à ces pays. Nous avons des défis communs, en effet, et Jean-Luc Mélenchon s'est déplacé il y a quelques mois de cela au Burkina Faso, et il a fait un discours assez étayé sur ce que serait le partenariat proposé par un gouvernement français de la France insoumise et ces pays de l'Afrique francophone avec lesquels nous avons en effet des coopérations à mettre en œuvre. Et d'ailleurs, je préfère vous le dire, pas uniquement pour éviter des mouvements de population, parce que nous avons des défis qui vont nécessiter cette coopération. Voilà ce que je peux vous dire en résumé, mais comme on a peu de temps, s'il faut, je veux bien qu'on poursuive la discussion après, si vous le souhaitez. Je vous remercie, M. Catanins. Malheureusement, on n'aura pas le temps de continuer les questions de cette forme de conférence. Cependant, vous êtes disponible juste après un petit peu pour discuter. Eh bien, écoutez, c'est parfait. On vous remercie, M. Catanins, pour cette conférence. Merci.